Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, imaginez une place de village immergée sous la pluie, le calme brisé par l'arrivée d'un étrange voyageur et de ses bouteilles colorées. Que se passerait-il si une simple boisson pouvait transformer une communauté lassée par la routine? Laissez-vous embarquer dans un récit où le mystère s'invite à la lisière du réel, entre curiosité, étonnement et douceur partagée. Bonne écoute et douce nuit. La pluie, fine et insistante, tamponnait les vitres embuées de l'auberge d'Ardoux, enveloppant le village d'un cocon de vapeur flottante. Au dehors, dans le halo tremblant d'un lampadaire solitaire, la charrette déboula, grinça et balança sur les pavés luisants de la place. Elle avançait avec une lenteur opiniâtre, son attelage docile soufflant dans la nuit humide, tandis que les roues projetaient de petites gerbes d'eau sale à chaque tour. Le conducteur, emmitouflé dans un long manteau usé jusqu'à la trame, ajusta le col râpé pour mieux affronter le crachin persistant. La barbe blanche, épaisse, luisait sous quelques gouttes rebelles. D'un geste méthodique, il ralentit les chevaux dociles et jeta un regard rusé vers les rues désertes. Le village lui faisait face, fenêtres closes et persiennes battantes, pareil à un livre refermé sur ses secrets du soir. Dans le corps cahotant de la charrette, une incroyable profusion de bouteilles étincelait sous le maigre éclat des lanternes de l'auberge. Rangées soigneusement, elles révélaient, à qui prenait le temps d'observer, des tons verts tendres, bleu outremer, ambre moiré, safran brillant. Le bouchon de chacune était cacheté d'une cire colorée, et malgré la pluie qui perlait, les bouteilles semblaient étrangement lumineuses, capturant la moindre étincelle, comme si une braise dansait en leur cœur. Il s'arrêta à la hauteur d'un large auvent de bois sculpté, là où l'auberge s'adossait à la vieille mairie. Les battants de l'entrée vibraient sous le vent. Le vieil homme sauta souplement à terre malgré l'âge apparent de ses membres engourdis. La cape dégoulinante dessinait de petites rigoles argentées sur les dalles. Il passa une main dans sa barbe, s'ébroua sous la bourrasque, puis fit glisser sa charrette sur le côté, juste sous l'abri du toit, afin de protéger sa cargaison multicolore de l'averse. Il resta là, presque immobile, esquissant un sourire ample et patient à l'adresse de la place déserte. Son regard, vif malgré la fatigue, semblait chercher quelque chose d'invisible dans l'obscurité, comme s'il devinait l'histoire des murs, écoutant la respiration calme des maisons endormies. La bruine tapotait son chapeau, dessinant sur son visage des reflets mouvants qui donnaient à sa silhouette des allures de personnage surgi d'un autre temps. Au loin, quelques éclats de voix filtraient derrière les rideaux de l'auberge. La lumière chaude, invitante, traçait une ligne dorée sur les pavés détrempés, guidant l'étranger vers l'entrée. Il hésita un instant, tapotant la poche de son manteau d'où émergeait un bouchon sculpté. Mais il demeura dehors, son regard suspendu à la place, scrutant sans impatience l'espace vide, attentif à l'éveil lent du village sous la pluie nocturne. Il tira de la charrette un tabouret bancal, l'installa sous l'auvent et s'y assit tranquillement, indifférent à l'humidité, savourant cet instant d'attente. Un frémissement traversa la place. Un volet s'ouvrit brièvement sur un œil curieux, puis se referma. Le vieil homme referma ses doigts ridés sur une bouteille à la lumière d'émeraude, la fit doucement tourner pour en observer l'éclat secret, tout en murmurant un air sans âge, à peine audible sous le tambour doux de la pluie. Soudain,
derrière la porte épaisse de l'auberge, on entendit un grincement. La silhouette d'une femme apparut dans l'embrasure, observant l'étranger abrité sous son auvent, songeur au milieu des ombres ruisselantes. Le vieil homme releva la tête, son sourire intact. Il hésita à s'avancer encore, mais se contenta d'ajuster posément son manteau rapiécé avant de fixer la lumière, comme s'il attendait d'être invité à entrer. À l'intérieur du bar, la chaleur et les effluves de pinot noir faisaient oublier la pluie. Les tables en bois montraient l'usure des confidences nocturnes et l'horloge murale battait le temps avec componction. Alix, derrière le comptoir, polissait un verre d'un geste machinal. Sa chevelure en chignon lâche dégageait la nuque. Attentive, mobile, comme si chaque bruit pouvait annoncer le début d'une histoire nouvelle. Lorsque la porte s'ouvrit sur le vieil homme, tous les regards convergèrent. La cape, goutte à goutte encore, déposa une courte traînée sombre sur les dalles, et quelques voix se turent aussitôt. Alix plissa les yeux. Léon, boulanger au visage ample, haussa les sourcils de gourmandise. Près de la cheminée, Mathilde referma son carnet d'un geste souple, jetant un coup d'œil complice à ses voisins. Le vieil homme s'approcha, le timbre de sa voix feutré comme un galet roulé par l'eau. Il salua, posa son chapeau mou sur le fronton du bar, puis s'installa sur le tabouret libre, les mains croisées sur le bois veiné du comptoir. De sa poche, il tira un mouchoir bigarré qu'il utilisa pour sécher ses mains ridées. Les trois habitués le détaillaient à la dérobée. « Alors, on vient d'où par cette averse, monsieur ?» lança Léon, qui ne craignait rien tant que le silence. Son rire chaud mettait tout le monde à l'aise, même les ombres. « D'un peu plus loin chaque matin, d'un peu moins chaque soir, » répondit le vieil homme, levant vers la lumière ses yeux gris, pareils à du mica. « Je suivais la pluie, je crois. » Alix ramassa 2 bougies éteintes, hésitant. « Vous avez faim? Ici, on sert de la soupe aux légumes, elle chasse le froid. » D'un signe courtois, il accepta la proposition. La soupière fumante fut posée devant lui. Il plongea la cuillère, humant profondément, puis avala une première gorgée. Un sourire soulevait déjà la poussière de fatigue sur son visage. Chacun feignit de s'occuper. Léon rangea ses paquets de farine. Mathilde relut son carnet, mais tous surveillaient l'homme de coin d'œil. « Ce sont de belles bouteilles qu'on a vues sur votre charrette, » intervint Alix, la voix basse, pour ne pas effaroucher la confidence. « Remplies de quoi donc ?» Le vieil homme posa la cuillère, balaya la salle d'un regard bienveillant. « D'une limonade que je prépare moi-même, recette ancienne, transmise par plus d'une grand-mère. J'ajoute chaque été une pincée différente, selon le pays, la lumière. » Léon s'esclaffa doucement. « Limonade, hein? C'est rare, la limonade en hiver. »« Justement, » répondit le voyageur avec malice, « c'est quand le ciel est gris qu'on a le plus besoin de soleil. » Mathilde, curieuse de nature, s'approcha un peu. « Elle a vraiment ce bleu-là, votre limonade, ou c'est la lumière de la pluie qui a trompé ma vue. » Le vieil homme gloussa, lorgnant sur ses propres mystères. « Les vers en diront plus que les mots. Demain, j'en verserai pour qui voudra. J'installerai mon stand sous le chêne, sur la place. » Un silence crépitant accueillit sa déclaration. Alix leva les yeux. « Pour toute la communauté ou pour les voyageurs seulement? » « Pour tous ceux qui ont soif de nouveautés, » souffla-t-il, avant de replonger dans sa soupe. Léon se pencha vers Mathilde, ravi. Voilà qui changera du rouge du pays et de l'eau du puits. Quelques rires complices jaillirent, réchauffant la pièce. Les autres clients, intrigués, tournaient la tête vers eux sans oser s'immiscer. Maître Silas mangeait lentement, savourant la chaleur du potage et les regards discrets,
comme s'il avait toujours appartenu à ce village. Son teint semblait reprendre couleur à chaque bouchée. Son chapeau posait sur le bois des souvenirs d'autres haltes, d'autres veillées. La nuit se poursuivit, animée d'une curiosité nouvelle, invisible mais palpable, dont chacun voulait taire l'importance en espérant la reconnaître le lendemain. Le matin s'installa doucement sur Ardoux, dissipant la bruine nocturne. Sur la place, le grand chêne dressait ses bras nus comme une invitation discrète. Silas, fidèle à sa parole, avait dressé un petit étal sous l'arbre. Sa charrette, rangée avec soin, débordait de bouteilles à la lumière trouble, leurs reflets turquoise et argentés oscillant comme des mirages. Le vieil homme avait disposé 6 verres aux motifs gravés, un soleil, un lézard, un épi de blé. Les enfants du village, curieux mais tenus à distance par la main maternelle, contournaient l'étal en chuchotant, lançant de rapides regards aux bouteilles mystérieuses. Un oiseau se percha sur une branche, observant la scène d'un œil complice. Alix, Léon et Mathilde arrivèrent les premiers. Alix marcha d'un pas mesuré, feignant l'indifférence, mais son œil vif détaillait chaque geste de Silas. Léon, jovial, gardait les bras croisés sur son ventre, le teint encore rosé par la fraîcheur. Mathilde traînait légèrement, posant sans cesse son regard sur la limonade, intriguée par la couleur vive et la lumière réfractée. « J'en servirai pour qui veut bien tenter », annonça Silas avec douceur, effleurant les verres du bout des doigts. D'autres adultes, davantage portés sur le commentaire que l'exploration, discutaient en petits groupes près du banc. Ils lançaient des regards suspicieux, mi-amusés, mi-inquiets, sur le vieil homme. L'espace au pied du chêne semblait séparé du reste, comme nimbé d'une attente électrique. Alix avança la première, bravant les regards. « Ce sera un verre, s'il vous plaît, maître Silas. » Sans un mot, le vieil homme servit la limonade. Le liquide bleuté dansait dans le verre avec une légèreté étrange. Mathilde le suivit sans hésiter. Léon hocha la tête, acceptant à son tour. 2 autres habitants, dont Jean le menuisier à la moustache soigneuse et Justine la couturière, osèrent s'approcher, happés par la curiosité autant que par la crainte de manquer quelque chose. Chacun reçut un verre différent, les motifs attrapant la lumière du matin. Léon sentit l'arôme avant même d'avoir goûté, herbacé, presque piquant, puis un acidulé franc, comme la promesse d'un orage en été. Alix souleva son verre, inspira profondément et porta la limonade à ses lèvres. La première gorgée foudroya les habitudes. Le goût n'avait rien d'attendu, une acidité verte, puis la douceur furtive d'une plante inconnue, suivie d'une note presque saline. Les visages se figèrent, mi-perplexes, mi-amusés. Léon grimaça franchement, la bouche plissée. Mathilde entr'ouvrit les doigts, tenant son verre à distance. « C'est original », murmura-t-elle, hésitant entre l'honnêteté et la politesse. Justine, elle, leva le verre à la lumière, comme si la clarté pourrait révéler un secret caché. Le liquide paraissait vibrer, indéfinissable, ni sucré, ni amer, ni vraiment fruité. Au loin, les enfants chuchotaient, on dirait de la potion magique. Les adultes, eux, échangeaient des regards entendus, pesant l'étrangeté contre l'orgueil d'avoir osé goûter. Silas, les mains croisées derrière le dos, observait, un demi-sourire suspendu à la commissure des lèvres. Léon plissa les yeux, secoua la tête et lança avec son rire bon enfant, un brin moqueur. « Eh bien, si ça n'est pas une décoction de grand-mère, alors je ne m'y connais pas. On croirait le remède que ma tante me forçait à avaler quand j'étais gamin. » Il grimpa les épaules, regrettant presque d'avoir été si prompt à goûter, faisant rouler le liquide sur sa langue,
comme s'il tentait d'en deviner la composition, en devint habile. Mathilde, un peu prise de court par le commentaire, laissa échapper un gloussement sonore. « Allons donc, Léon, tu dis ça de tout ce qui n'a pas le goût de tarte aux Mirabelles. » Elle observa d'un œil pétillant les volutes de lumière qui dansaient au fond de son verre, visiblement amusée de la situation, sans pour autant risquer une nouvelle gorgée. À l'entrée de la place, Paul le forgeron croisa les bras sur sa chemise maculée de suie. Il toisait le breuvage d'un œil sévère et méfiant. « Eh bien, moi, je préfère encore l'eau du puits. Au moins, je sais ce que j'avale. Et puis, c'est quoi cette couleur? On dirait la rivière un matin de crue. » Il ponctua sa remarque d'un hochement de tête approbateur, cherchant l'assentiment autour de lui. De son côté, Louise l'apothicaire, nez fin et tablier bleu soigneusement plié, s'avança sans pour autant se laisser tenter. Elle s'autorisa un sourire pincé, soupesant la bouteille du regard. Si c'est un remède, il manque un brin de menthe, et au moins 3 tranches de citron. Elle tapota le comptoir improvisé, repartit sans tremper les lèvres, laissant derrière elle un parfum de camomille et de réserve. Les remarques de Léon, Paul et Louise volèrent aussitôt en éclats de mots rieurs et de regards entendus. Bientôt, d'autres habitants, d'abord timides, trouvèrent là une bonne raison de s'abstenir. D'un mouvement tacite, certains secouèrent la tête, prétextant une gorge sensible, d'autres firent semblant de consulter leur montre, bien décidés à préserver leur palais d'une aventure trop risquée. Sylvie, la fileuse, racla sa gorge et fit mine de s'éloigner, tandis que l'apprenti de Louise s'empressait de s'absorber dans l'observation d'une flaque d'eau. Seules de rares âmes curieuses tenaient encore leur verre, mais l'esprit critique s'étendait, contagieux, autour de l'étal. Sous le grand chêne, le bruissement discret des feuilles accentua la sensation d'un léger retrait, comme si la place tout entière retenait son souffle, amusée ou hésitante devant la limonade de Silas. Pourtant, au centre de ce brouhaha modéré, Silas restait impassible. Il répondit aux facéties de Léon par un sourire en coin, sans jamais se départir de sa douceur énigmatique. Il semblait observer chaque attitude, chaque hésitation, avec la bienveillance d'un homme pour qui rien n'était grave ni pressé. Sa main ridée caressa distraitement le goulot d'une bouteille turquoise, patientant dans ce théâtre badin. À mesure que les commentaires s'envolaient, l'air s'emplit d'une sorte de connivence mêlée d'ironie. Les enfants, tapis derrière les jambes des adultes, écoutaient éberlués, fascinés par l'étrangeté de ce matin particulier. Un chien passa, reniflant les pieds de Léon, qui faillit renverser son précieux verre. Le rire s'insinuait doucement dans le flot des échanges, chassant la gêne et la curiosité. Pourtant, malgré la foule rassemblée et les plaisanteries, bien peu osaient finalement goûter la limonade, confiant dans l'intuition qu'ils venaient de croiser quelque chose de rare, sans savoir encore qu'ils passaient tout près de ce qui, plus tard, serait raconté à voix basse sur les bancs du soir. Silas, toujours muet, suivait du regard les allées et venues, regard paisible flottant entre malice et indulgence, laissant infuser, dans le cœur de la place, son étrange patience. Le ciel, lavé par des heures de pluie, s'éclaircit à mesure que l'après-midi s'étire. La lumière revient timidement sur les pavés humides d'Ardoux. Le grand chêne, secoué une dernière fois par une brise fraîche, laisse tomber une poignée de gouttes résiduelles sur la charrette de Silas. Sur la place, les habitants, encore engourdis par le souvenir de la limonade, reprennent le fil ordinaire de leur journée. On ramasse les paniers, on referme les volets du marchand de tissus, on échange quelques mots à voix basse. Une déception, silencieuse mais légère, flotte dans l'air tiédi.
Silas, quant à lui, range méthodiquement chacun de ses vers, essuyant le verre gravé du bout de sa manche, puis les déposant dans une boîte en bois ornée de symboles incompréhensibles. Il prend soin de chaque bouteille. Ici, une turquoise. Là, une rosée striée de vert. Ailleurs, une minuscule fiole ambrée dont il lisse l'étiquette à demi effacée. Autour de lui, le monde s'affaire sans le regarder franchement, comme si le flot des habitudes avait aussitôt recouvert son apparition étrange. Parmi ceux qui l'avaient défié, Mathilde hésite un instant devant la charrette. Elle observe Silas, les lèvres serrées, un pli d'ombre sur la joue. Sa voix hésite. C'était peut-être maladroit tout à l'heure. Je n'aurais pas... Mais elle s'interrompt, prise de pudeur, avant de baisser la tête. Silas lui adresse un sourire doux. La curiosité vaut mieux que la prudence, parfois. Il referme sa boîte dans un claquement discret. Un groupe d'enfants s'attarde, observant le vieux cheval qui mâchonne sa bride. Un garçonnet tire la manche de sa sœur et chuchote. Pourquoi il n'est pas parti, le monsieur? Silas entend cette question et se penche vers eux, le regard brillant d'une malice tranquille. Les meilleurs souvenirs ont besoin d'un peu de temps pour éclore, murmure-t-il sans s'attarder. Léon, une miche sous le bras, croise Silas et le salue d'un geste de la main. Son rire sonne moins fort que d'habitude, mais il y glisse une politesse sincère. Eh bien, restez parmi nous. La pluie ne va pas revenir tout de suite. Silas incline la tête, le remerciant d'un simple sourire, puis annonce, à la cantonade, « Je resterai encore 1 ou 2 jours, si le vent le permet. » Peu à peu, la place se vide. Les rires faiblissent. La lumière change et glisse doucement sur le bois de la charrette, y déposant des reflets miellés. Le vent, qui dessinait des cercles sur les flaques, se fait confident, prenant la mesure du silence revenu. Quand la nuit monte, alors que les fenêtres s'allument une à une, Silas s'installe au bord de sa charrette. Il croise doucement les jambes, lève les yeux vers la lune qui veille sur Ardoux. Dans la nuit claire, chaque feuille du grand chêne paraît écouter. Le village murmure, assoupit, ses secrets minuscules. Silas ferme un instant les paupières, humant un parfum de terre lavée. Le vent glisse contre ses joues, file parmi les roues, emporte quelques syllabes de promesses paisibles. Dans ce coin oublié sous la lune, le vieux voyageur écoute la respiration tranquille du monde, tressée à celle de sa propre solitude. À l'aube, la lumière tamise Ardoux d'un bleu laiteux. La pluie s'est effacée, lavant chaque pierre, et l'air a la beauté improbable des matins où la promesse flotte dans l'éclat du jour neuf. Sous le grand chêne, la place s'éveille lentement. Un frisson de curiosité semble courir de fenêtre en fenêtre. Dans la forge assoupie, Paul s'extrait de son lit, surpris de ne pas être accueilli par sa toux familière. Il inspire à plein poumon, le geste d'abord timide, et découvre le silence paisible de sa poitrine. Les narines pleines d'une odeur de métal dormant. Il sourit, incrédule, avant de se redresser, posant la main sur sa gorge comme pour vérifier le miracle. Quelques rues plus loin, Léon s'étire dans sa petite chambre, attrape la chemise posée sur l'angle du lit. Une douleur aiguë dans le dos ne le cueille pas, contrairement aux autres matins. Il avance un pied, puis l'autre, effectue un mouvement ample du bras, l'exprimant à haute voix dans le parquet craquant. « Ma parole !» Son reflet dans la vitre lui renvoie une surprise à demi rieuse. Chez Alix, les gestes matinaux semblent soudain plus simples. Le panier de pain se balance sans peser, le café fume sans amertume, ses épaules ne ploient plus sous la fatigue. Elle s'arrête devant le miroir du couloir, les joues empourprées de chaleur, le regard neuf.
Elle s'interroge. La limonade d'hier? Un sourire discret s'esquisse sur ses lèvres alors qu'elle descend saluer les premiers clients. Dans la rue encore vide, un groupe d'enfants court après un ballon de chiffon. Habituellement, leurs jeux sont polis, mesurés, lestés d'un ennui qu'ils n'osent pas nommer. Mais ce matin-là, leurs rires éclatent, purs, inattendus. Julie, la plus espiègle, lance la balle plus haut, et tous, dans l'élan, s'oublient à la joie simple de courir sous un ciel enfin lavé. Les premiers bruits se croisent à l'angle de l'épicerie. Louise, la vendeuse, se penche vers Paul. « Tu as bonne mine aujourd'hui. Tu as dormi ?» Paul hausse les sourcils. « J'ai dormi comme un loir, et sans tousser. » Derrière eux, Léon entre, rayonnant, et serre la main de chacun, retrouvant un entrain qu'on lui croyait perdu. Sur la place, les conversations se mêlent dans une lente rumeur. « Tu as vu Léon ? On dirait qu'il a gagné 10 ans. » Paul n'a pas toussé une seule fois. C'est à peine croyable. Julie riait à gorge déployée. Les mots flottent, portés par une curiosité nouvelle, un souffle d'étonnement. Le nom de Silas, d'abord chuchoté, se répand de bouche en bouche. On se rappelle le goût étrange, l'arôme effronté, la lueur dans l'œil du vieil homme. Certains murmurent que le stand sous le chêne s'est étoilé de magie. D'autres s'attardent à la fontaine, guettant un signe. Les regards se croisent, mi-amusés, mi-intrigués, unis par un sentiment d'attente confuse, comme si une pluie légère tombait encore, invisible et bienfaisante. Louise ouvrit sa boutique plus tôt que d'ordinaire. Les étagères, encore silencieuses, semblaient rayonner d'une clarté neuve. Elle balaya le comptoir du revers de la main, arrangea les bocaux d'herbe et leva les yeux vers la fenêtre. Un éclat de sourire, discret, toucha ses lèvres. Depuis combien de temps ne s'était-elle pas surprise ainsi, allégée soudain de la morosité familière? Des pas résonnèrent sur le pavé. Paul s'arrêta devant la vitrine, la salua d'une main, puis poursuivit son chemin avec une vivacité oubliée. Louise le suivit du regard, hâtive, le cœur étrangement léger, alors qu'elle attrapait son journal pour parcourir les nouvelles du jour. L'habitude demeurait, mais à la page, un article amusant la fit éclater d'un rire clair qui s'enroula doucement dans la pièce. Sur la place, les iris des villageois brillaient d'une lueur conjointe. Les conversations prenaient des couleurs inédites. On se lançait des répliques, on s'offrait des clins d'œil entendus, on échangeait des souvenirs d'enfance, portés par une humeur radieuse. Invariablement, toute parole retombait sur la limonade de la veille, ce goût étrange, maintenant auréolé de fascination. Léon, la blouse tachée de farine, tranchait le pain d'un geste large, mais sans la hâte coutumière. Il tendit un crouton chaud à Julie, puis à Mathilde, qui, assise sur le rebord de la fontaine, corrigeait des copies à la lumière naissante. On dirait que le temps s'est arrondi dans le bon sens, tu ne trouves pas? Lança-t-il, son sourire s'élargissant à la réponse muette de Mathilde, qui esquissa un hochement de tête ravi. Les enfants, pleins d'une vigueur inédite, répandirent sur la place un élan contagieux. La balle passa de main en main, filant haut sous le soleil, escorté de cris heureux. Paul, bien que d'un âge certain, se risqua à leur lancer un défi. Julie rétorqua, espiègle. « Tu vas la rattraper, celle-là. » Il s'élança, sans essoufflement. Les villageois s'arrêtèrent de marcher, amusés par l'étrange spectacle. À mesure que la matinée avançait, on constata d'autres détails. La cicatrice de Léon, sur son avant-bras, semblait s'être atténuée, réduite à une trace pâle. Mathilde n'arborait plus cette fine ride d'inquiétude au coin des yeux. Louise, l'œil vif, papillonnait d'une conversation à une autre. Les gestes étaient libres,
les rires détendus. Les échanges guettaient le moindre prétexte à la légèreté. Les anciens du banc sous le tilleul remarquèrent la transformation et chuchotèrent entre eux. Quelque chose flotte dans l'air, et ce n'est pas la pluie d'hier. Marcel, pourtant si grognon d'ordinaire, s'attarda pour raconter une anecdote, déclenchant une longue série de rires. Devant la charrette de Silas, quelques curieux s'attroupèrent. Il n'y avait plus que des bouteilles vides, alignées, scintillantes au soleil. Certains s'attendaient à y trouver un secret, un reste du breuvage prodigieux, mais seuls des reflets colorés s'en échappaient, dessinant des taches lumineuses par terre. Alix, intrigué, fit passer un verre vide entre ses mains. On pourrait presque croire que la joie s'y est glissée. Glissa-t-elle à voix basse, et le verre circula. Le midi venu, la place déborda de rumeurs radieuses. On s'aidait à déplacer une caisse, on échangeait des beignets, on plaisantait devant le banc. Le soleil, haut dans son ciel, baignait Ardoux d'une lumière rassurante. La gentillesse, plus contagieuse que jamais, semblait avoir trouvé là son refuge. Et tout le monde, sans se le dire, se surprenait à espérer que cet élan durerait au-delà de ce matin particulier. Au centre de la place, Mathilde, Léon et quelques autres s'étaient rassemblés, animés par une idée claire. Il fallait remercier Silas. La veille au soir, l'institutrice avait pris soin de préparer une petite boîte d'amandes, tandis que Léon, fidèle à lui-même, avait emprisonné dans un torchon blanc une miche tout juste sortie du four. Ils marchaient d'un pas léger, Alix à leur côté, guidant la troupe rieuse qui improvisait un cortège candide. En atteignant le chêne où la charrette stationnait habituellement, le groupe ralentit. Sous la ramure, rien, absolument rien. La charrette de Silas avait filé sans bruit, ne laissant derrière elle que des ornières floues dans la boue séchée du matin. Léon lâcha un « Tiens !» surpris, tournoyant sur lui-même comme s'il eût pu, par miracle, faire surgir l'attelage derrière l'un des bancs. Ils scrutèrent la place, puis les ruelles attenantes. Paul haussa les épaules, un air à la fois désappointé et amusé. Mathilde s'agenouilla près de la trace de roue, la suivant du doigt, murmurant un « À quand remonte ce départ ?» qui resta en suspens. Seul le chant affaibli des oiseaux leur répondait, soulevant un écho presque irréel. Alix, attentive, fut la première à remarquer les vers oubliés sur la margelle de la fontaine. Elle s'approcha, palpa le vers gravé du bout des doigts. Un motif de feuilles entrelacées semblait vibrer à la lumière du midi. Elle enleva un à hauteur de son visage, se rappelant soudain le regard du vieil homme la veille, ce regard moiré d'une douceur inaltérable, comme une main invisible posée d'office sur l'épaule. Autour d'elle, les autres trouvèrent chacun son propre souvenir dans le silence, laissé par l'absence de Silas. Paul, la voix rauque, glissa. Il était fait du même bois que ses vers, solide, un peu mystérieux. Mathilde referma doucement la boîte d'amandes, prise d'un rire léger. On arrive toujours trop tard quand on se décide à dire merci. Léon, tirant sur sa barbe, ajouta, songeur, « Il finira bien par repasser, ou pas. Si ça se trouve, c'est nous qui avons changé. » La nostalgie flotta un instant, invisible mais tangible. Pas une tristesse, non. Quelque chose de doux qui serrait le cœur sans oppresser. On se remit en marche, riant de leur cortège écourté, distribuant la miche d'un geste distrait à ceux croisés sur le chemin. La gentillesse acquise se répandait sans effort. Louise, de loin, observa la scène avec un sourire placide. Elle se pencha pour ramasser l'un des vers restants, y décela une inscription minuscule gravée à la base. Elle plissa les yeux, lut à voix haute. Pour ce qui reste après la joie. Ce fut Alix qui, rêveuse, souffla.
Ce qui reste, c'est ce regard. L'après-midi prit des parfums de fête souterraine. L'absence de Silas semblait, paradoxalement, rassembler davantage les habitants. Chacun conservait un secret lumineux au creux de la poitrine, troublé et heureux tout à la fois, indécis entre le regret d'un départ discret et la certitude nouvelle qu'un rien suffit à colorer le monde. Alors que la place reprenait son calme, 3 silhouettes s'attardaient à l'écart, loin du groupe soudé autour du chêne. Marcel l'artisan, Sophie la toute jeune serveuse et Héloïse, tapie dans l'ombre. Aucun d'eux n'avait goûté à la limonade, préférant la prudence aux frissons de l'inconnu. Ils avaient vu, de loin, les rires fusionner, les mines s'illuminer, la communion naître parmi les buveurs de la veille. Un frémissement, à la croisée de la gêne et de l'envie, parcourut le petit trio. Marcel, bras croisés, fixait la fontaine. Les verres rangés, restes d'une histoire dont il n'avait pas voulu être complice, semblaient l'observer avec une douce ironie. Il se demandait, sans vouloir l'admettre, ce qu'il avait véritablement refusé. À ses côtés, Sophie triturait le ruban de son tablier, les joues rosies. Elle glissa un regard à Héloïse, qui triturait sa manche avec cette crainte de toujours trop déranger. « On aurait pu essayer, peut-être », souffla Sophie, la voix un peu cassée. Marcel haussa les épaules, mais son assurance se fissurait. « Je ne voulais pas être pris pour une expérience. On dit tant de choses, parfois. » Un silence s'étendit, seulement troublé par la procession des autres, déjà lointaine. Le ciel, dénudé de pluie, s'habillait de reflets tendres. Héloïse rompit l'immobilité. Je croyais qu'on exagérait, qu'il valait mieux attendre. Mais ils sont tous différents aujourd'hui, non? Son regard suivait Mathilde, un pas plus léger, et Léon, riant sans raison. Sophie lança. C'était juste de la limonade, pas un filtre étrange. Elle sentit sa propre maladresse, se tut. Marcel brusquait des mottes d'herbe du bout du soulier. Pas de ressentiment, seulement une fine pellicule de regret. Les murmures du village parvenaient en écho. On évoquait la vigueur retrouvée de Paul, le sourire rendu à Louise. Même Alix, d'ordinaire si tempéré, resplendissait d'un éclat nouveau. Pour tous ceux qui avaient laissé leur curiosité l'emporter, il y avait eu cette parenthèse, aussi simple qu'extraordinaire. Héloïse s'aventura. La prochaine fois, si on croise quelque chose d'étrange, on pourrait essayer, juste pour voir. Marcel, d'habitude replié, opina en silence. Plus loin, Sophie ramassa un fragment de verre oublié, le glissa dans sa poche comme une promesse discrète. Sous les arbres, la rumeur s'apaisait. Les trois restaient là, un moment encore, observant la place. Rien n'était visible, si ce n'est l'impression de quelque chose manqué, d'un enchantement simple qui avait filé entre leurs doigts, emporté sous les rires d'autrui. Pourtant, une certitude s'insinuait. L'occasion perdue n'était qu'un prélude. L'avenir serait peut-être différent, s'ouvrait à une soif nouvelle, faite de confiance hésitante et de douce ouverture. Dans la lumière adoucie, chacun se jura silencieusement que les portes du prochain mystère ne resteraient pas refermées si facilement. Au fil des jours, la routine du village reprit lentement, mais un imperceptible changement persistait en chacun, surtout chez ceux qui n'avaient pas osé goûter la limonade de Silas. Marcel, homme d'ordinaire volontiers railleur, se découvrit une absence étrange au creux du ventre chaque fois qu'il passait près de la fontaine. Il observait les petits groupes, leurs éclats de voix, leurs plaisanteries nouvelles. Dans son atelier, le bois semblait lui résister davantage. Les idées parcouraient son esprit sans se poser, et il devinait une faille douce le long de son assurance. Sophie, elle,
se prenait à rêver, entre deux tables à astiquer, d'un monde attentif aux merveilles modestes. Les vers gravés oubliés sur la margelle, elle les astiqua d'un chiffon neuf, les disposa derrière le comptoir, comme des talismans paisibles. Plus d'une fois, elle s'arrêta net au cœur d'une tâche, traversée par le regret silencieux d'avoir cédé aux doutes des autres, plutôt qu'à son envie brûlante de curiosité. Désormais, chaque client portait pour elle la promesse d'une histoire cachée, d'un secret possible derrière la banalité des gestes. Héloïse, du fond de son atelier de couture, se surprenait à écouter les conversations, à y saisir ce que la limonade avait allumé chez les autres, la légèreté, un pétillant d'audace, ce souffle qui manquait à son propre quotidien. Toute timide, elle glissa un mot à Mathilde, un autre à Alix, s'autorisant à raconter son non-choix avec une gêne rieuse, s'ouvrant lentement à la complicité retrouvée. Un soir, rassemblé sur le seuil de l'auberge, le trio échangea un sourire complice. Le souvenir de la charrette, de la limonade lumineuse, irréelle mais pourtant tangible, subsistait dans l'air doux. Marcel, les mains dans les poches, lâcha. Promis, la prochaine fois que quelque chose d'étrange viendra troubler Ardoux, je ne passerai pas mon tour. Ces mots, qu'on aurait cru anodins, résonnèrent fort dans la pénombre. Sophie, maintenant moins timide, affirma « Ce n'était peut-être qu'une limonade, mais nous aurions pu y goûter notre confiance. » Un silence se fit, rempli de cette reconnaissance que le regret n'est pas poison, mais ferme de renouveau. Au loin, des lanternes s'allumaient, et des rires effleuraient les murs de pierre. Dans l'oronnement de cette fin de soirée, nul n'attendait un retour, nul ne redemandait des preuves. L'émerveillement avait pris racine, autrement, plus profond. Entre les silences légers et les paroles chuchotées, un pacte muet s'écrivait. Désormais, à Ardoux, chacun oserait un peu plus, croirait un peu plus. Sous la lumière discrète, la fontaine semblait veiller encore, gardienne d'un moment suspendu. Dans le cœur du village, l'inattendu avait laissé la promesse qu'à quiconque ouvrirait la porte, quelque chose de doux n'attendrait qu'un geste pour se révéler. Le jour s'éteignit, les âmes apaisées s'étreignirent dans la nuit tiède, et Ardoux, riche d'un miracle simple, put s'endormir dans la confiance des possibles. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.